Bonjour à toutes et à tous. Je salue tous les amis que j'ai dans la salle et dont un certain nombre sont aussi des fidèles parmi les fidèles. Et je vais essayer, dans le temps imparti, de vous dresser un petit peu une... Je ne peux pas faire l'historique de la chimie et de ses risques, parce que là, je crois qu'on aurait beaucoup de choses à dire, et surtout, je pense, beaucoup de questions sans réponse, ne serait-ce que ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps à Toulouse. Donc, je ne vais pas aborder du tout ces problèmes de risques majeurs. J'ai hésité avant de trouver un sujet qui puisse faire le tour des risques des produits chimiques, aussi bien chez soi que dans le milieu du travail et plus globalement dans l'environnement et aussi bien sûr dans ses loisirs. C'est pas quelque chose de très facile, et dans les possibilités qu'il y avait, j'ai regardé un petit peu dans la presse des sujets d'actualité. Il y en a un qui est revenu il y a quelques jours et qui montre bien que malheureusement nous sommes dans un monde capitaliste et que la façon de traiter des industries chimiques polluantes, dès l'origine on savait que c'était polluant, ils se sont améliorés au cours des ans, mais malgré tout ils continuent encore à polluer, et quand vraiment il semblerait que ça ne devient plus rentable, eh bien, on va aller transposer ces industries ailleurs, dans des pays beaucoup moins regardants, sans s'occuper du tout des ouvriers qui ont, pendant des années et des années, sacrifié leur vie, leur santé à travailler sur ces éléments, et qui, en même temps, sans peut-être le savoir, ont aussi contaminé leur épouse et leurs enfants. Et en plus, s'ils avaient la possibilité d'avoir quelquefois un jardin, ont continué à alimenter leur intoxication en pensant manger bio. Donc tout ça, le choix était simple. Vous avez, je pense, si vous suivez l'actualité, entendu parler de cette affaire dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, entre Lille et Roubaix, qui s'appelle Noyelles-Godault. Sûrement une des plus grosses industries chimiques du plomb et du cadmium d'Europe, et qui, là, je pense, est une industrie morte, quasi morte, sans qu'il y ait de grands états d'âme sur le sort de toute cette population. Donc, je n'en dirai pas plus. Ce sont des problèmes de société très graves qui, malheureusement, ne sont pas près de se terminer, parce que on transpose ce problème dans d'autres pays qui sont peut-être pas si éloignés que ça de nous, qui vont rentrer vraisemblablement dans l'Union européenne assez prochainement. Et si vraiment, pour eux aussi, ça pose trop de problèmes, et ça sera reporté encore plus loin, et on ne fait que reporter ces problèmes des industries polluantes, alors qu'il suffirait, lorsque l'on essaye d'implanter donc une industrie, qu'on prenne en charge, bien entendu, les bénéfices, c'est normal, ils sont là pour ça, mais qui n'oublient pas non plus tout le côté des dangers et de la part négative de leur activité. Ça, je crois que c'est malheureusement toute une éducation de notre société qui est à faire, et au moins dans ces types d'industries très polluantes. Ce qui n'est pas le cas, hein, je le dis tout de suite, de toutes les industries. J'ai passé beaucoup d'années dans une industrie pharmaceutique qui, malheureusement, comme presque toutes les industries pharmaceutiques françaises à l'heure actuelle, est en train de disparaître. Celle-là, elle a disparu. C'était donc le groupe Roussel-Uclaf. Et je peux vraiment confirmer que dans l'industrie pharmaceutique, eh bien, ce type de pratique, tout moins dans la grande industrie, il faudrait peut-être le dire, plutôt la grande industrie pharmaceutique, ce type de pratique n'avait pas lieu, car on a toujours essayé, tout moi-même, c'était déjà il y a de nombreuses années, de concilier les problèmes aussi bien de santé au travail
que d'environnement. Ça a toujours été une préoccupation importante, même si il est arrivé un certain nombre de problèmes. C'est obligatoire que dans toute industrie à risque, il arrive un moment qu'il y a des problèmes. Donc je crois qu'il ne faut pas mettre tout dans le même panier. Il y a quand même parmi nos industriels des industriels qui vraiment essayent de faire de leur mieux. Mais bien entendu, le produit chimique reste le produit chimique et ça peut quelquefois avoir des comportements qui n'est pas celui que l'on prévoyait. Alors, j'ai donc choisi de vous traiter du problème des métaux lourds. C'est un mot mythique, métaux lourds. Alors, tout le monde pense que ce sont des métaux qui sont lourds, c'est normal. En définitive, cette notion ne vient pas de la lourdeur, parce que ça aurait pu s'appliquer à tant et tant d'éléments, mais c'est une notion qui n'est pas venue des chimistes, mais qui est venue des biologistes. Parce qu'au début du siècle, la biologie, la biochimie n'existait pas encore, les biologistes essayaient de voir de quoi étaient constitués les organismes vivants. Alors, ce qu'ils avaient vu et qui était quand même assez intéressant, c'est que les organismes vivants sont surtout constitués d'eau. Donc, ce n'est pas très glorieux, c'est un solvant universel. Et l'homme a à peu près 75% d'eau, il y a un peu de sel, différents types de sel, etc., un peu de phosphate pour les eaux, etc., et puis des molécules organisées. Et donc, les premiers biologistes ont cherché des techniques pour savoir, dans ces molécules donc, du monde vivant, des organismes vivants, donc ils avaient appelé les molécules organiques, et donc organiques et biologiques, quels étaient les constituants. Et parmi ces constituants, il y en avait un qui était très important, qui provenait de molécules qui semblaient être extrêmement importantes dans les organismes vivants, qu'on appelait à l'époque des protides. Donc ça a changé de nom, vous savez, tout change de nom. Maintenant on appelle ça des protéines, à l'époque des protides. Il y avait les glucides, les sucres, il y avait les lipides, les graisses, puis il y avait les protides. Et donc ces protides avaient une constante, c'est qu'ils sont constitués de carbone, d'hydrogène, comme tous les autres, là, d'oxygène, mais en plus il y avait de l'azote. Donc ça, l'azote, on sait bien doser ça. Mais il y avait aussi du soufre dans certains, dans beaucoup. Par exemple, quand vous prenez, je ne sais pas moi, des cheveux, que vous les brûlez, ça sent très mauvais. Pourquoi ? Parce qu'il y a des protéines particulières et que ces protéines, en brûlant, libèrent donc des gaz malodorants à base de soufre. Et il fallait trouver des techniques, parce que ça, bon, on peut appliquer ça à des cheveux, ou quand on marque un cheval, c'est vrai que ça un cochon, ça sent très mauvais, ça tout le monde le sait. Donc il fallait trouver quand même des techniques un peu plus élégantes. Et la technique qu'ils avaient trouvée, c'est lorsqu'ils avaient affaire, par exemple, à une protéine qui était soluble dans l'eau, eh bien, comme par exemple de l'albumine ou de la casine là, qui vient du lait, eh bien, ils rajoutaient des produits minéraux, des sels solubles dans l'eau aussi, bien sûr. Et ils avaient trouvé qu'il y avait 3 sels. Quand on les ajoutait dans cette eau contenant une protéine et qui contenait du soufre, eh bien, cette protéine, elle faisait des gros amas blanchâtres, précipités, que disent les chimistes, et c'était caractéristique du fait que ces protéines contenaient du soufre. Et donc, les biologistes, très admiratifs devant la chimie, avaient dit « Ah, ça, ce sont des métaux lourds. » Oui, un peu. Et puis après, cette constatation s'est perdue dans la nuit des temps. Et puis cette notion de métaux lourds a été reprise après, parce que la deuxième caractéristique donc, de ces métaux lourds, la première étant donc qu'elles sont capables de précipiter avec les réactifs du soufre. La deuxième caractéristique, c'était que ces éléments eh bien, étaient très dangereux pour l'organisme. Après, on a appelé ça des éléments toxiques. Et donc, les toxicologues se sont précipités dans cette définition, et pour eux, les métaux lourds, eh bien, c'était tous les métaux qui étaient toxiques. Et ça, c'est quelque chose qui est resté ancré mais vraiment
dans la conscience de nos concitoyens, parce qu'il n'y a pas encore plus tard qu'il y a 3-4 mois, une grande revue bio qui tire, paraît-il, à beaucoup d'exemplaires, gratuits, tout, et a voulu faire un numéro spécial sur ces métaux lourds et l'alimentation, etc. Et donc, il m'avait demandé si je voulais écrire quelque chose. Alors, un peu méfiant quand même, j'avais dit, est-ce que vous pourriez me donner les articles des collègues qui vont écrire sur ce sujet? Alors, bon, il y avait un article d'une dame qui avait l'air très honorable, suisse, qui avait pu guérir son enfant autiste en changeant l'alimentation parce qu'elle était convaincue que son enfant avait tous ces troubles suite au plombage qu'elle avait eu, qu'elle s'était fait retirer, elle avait été très malade, elle s'était fait retirer, et puis que son enfant après, à travers donc cette barrière placentaire, elle avait transmis ce poison. Et donc, les résultats étant là, elle s'est trouvée guérie et son enfant aussi. Donc, bon, elle a peut-être une tendance un petit peu trop à généraliser, mais au moins dans son cas, ça marche très bien. Et il y avait un autre article fait par un médecin qui parlait des amalgames dentaires. Alors ça, c'est un gros problème, parce que là aussi, le langage, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tout le monde appelle ça des plombages. Il n'y a jamais eu beaucoup de plomb dans les amalgames, simplement peut-être à l'état d'impureté et apporté par d'autres éléments, comme l'étain ou l'argent, peut-être, on peut trouver des traces de plomb. Mais ce terme de plombage vient uniquement du fait que ces amalgames, une fois qu'ils sont solidifiés, ils sont gris. Et comme le plomb est gris, on a dit que ce sont des plombages. Donc vous voyez qu'il faut beaucoup se méfier du langage qui est après véhiculé par les médias, etc. Et donc on arrive à des choses assez extraordinaires. Et cette dame suisse qui avait écrit ce premier article, très intéressant du reste, voulait à tout prix mettre dans les métaux lourds l'aluminium. Alors, je dis, écoutez, il y a quand même un problème, parce que bon, c'est vrai que 1 kilo de plomb, 1 kilo d'aluminium, c'est toujours 1 kilo, ça c'est vrai. Mais alors, si dans votre main, vous mettez une feuille de plomb et une feuille d'aluminium, c'est pas tout à fait la même chose quand même. Alors elle m'a dit, ah oui, mais vous comprenez, l'aluminium, c'est toxique, etc. J'ai dit, oui, mais pourquoi voulez-vous appeler ça un élément lourd? Vous demandez à un enfant qui enveloppe son sandwich dans une feuille d'aluminium, si l'aluminium est lourd et pas, il va tout de suite vous répondre, mais non, on utilise l'aluminium justement parce que c'est léger. Alors, comment voulez-vous appeler un métal lourd quelque chose qui est léger? C'est quand même, là, une histoire de syntaxe un peu difficile. Alors bon, j'ai réussi à lui faire retirer son aluminium, tout le monde le mettre sur le côté. Et c'est terrible parce que à l'heure actuelle, eh bien, vous avez encore, je vais dire, toutes les personnes pratiquement toutes, qui s'intéressent, tout moins, au problème des métaux lourds, qui sont convaincus, même absolument convaincus, que par exemple l'aluminium, c'est un métal lourd. Et puis en plus, ils en ont rajouté une dose, là, parce qu'ils avaient mis le titane. Ah, j'ai dit, mais ça, c'est embêtant, le titane aussi. On utilise le titane en aéronautique uniquement parce que c'est très léger. Et en plus, il n'y a jamais personne qui, jusqu'à présent, a montré que vraiment cet élément posait des gros problèmes. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens, dès qu'ils voient un produit chimique, ils ont des boutons. Donc, on dit, oh, oui, ils font de l'allergie. Alors, effectivement, il y a des gens qui font de l'allergie au titane, ça c'est vrai. Il y a des terrains atopiques total, c'est-à-dire qu'ils regardent le produit, ça y est, c'est terminé. Bon, j'ai dit, mais hormis ça, j'ai vraiment pas entendu dire que ce titane posait de très gros problèmes. Ça peut poser peut-être quelques petits problèmes. Et voilà. Là encore, ah oui, mais quand même, il doit être toxique. Bon, admettons. Donc je crois qu'il y a tout un problème à l'heure actuelle de langage qui est assez extraordinaire et qui, en fait, est dû à ce que les scientifiques ont laissé faire.
Il y a des tas de scientifiques qui savaient que de dire que l'aluminium est un métal lourd, c'était une aberration. Ils disaient, qu'est-ce que ça peut faire? Il faut laisser faire. Puis maintenant, on en arrive quand même à des paradoxes parce que on parle de choses qui n'en sont pas. Et donc là, il y a peut-être un retour arrière, et c'est pour ça du reste que j'avais accepté d'écrire cet article pour cette revue. Et bien entendu, il y a là un travail d'information auprès de nos amis journalistes, auprès du grand public, qui est très très important à faire. Mais dans le milieu scientifique, si vous commencez à faire ça, c'est vrai que vous devenez tout de suite honoraire. Hein. Ça, c'est votre carrière, elle est plombée déjà dès le départ. Donc, il vaut mieux éviter, surtout quand on est au début de son activité, de s'amuser à essayer de ramer à contre-courant et d'essayer d'avoir raison sur des choses que tout le monde pense que vous avez tort. Alors bon, c'est vrai pour l'ami Jean-Marie Pelt qui est là, ne démentira pas, c'est vrai pour les OGM, c'est vrai, bon, j'ai eu des gros problèmes avec l'Académie des sciences, avec la dioxine, bon, c'est vrai partout, quoi, partout, pour un certain nombre de personnes, il y a des choses qui sont bien, elles sont bien, point final, la science n'a pas grand-chose à voir là-dedans. Bien, c'est toujours, toujours difficile de jongler dans ce monde. Et la question qu'on peut maintenant se poser, puisque j'ai passé pas mal de temps pour dire de ce que j'allais vous parler, c'est quand l'homme a essayé de s'intéresser aux produits chimiques, pourquoi faire déjà? Et puis, deuxième question qui est aussi quand même très intéressante, quand ce même homme s'est aperçu que dans le fond, ces produits chimiques, qu'il n'avait pas définis bien sûr, c'était peut-être pas si bon que ça pour son organisme. Ça, c'est deux questions assez fondamentales. Alors quand on prend des bouquins d'histoire des sciences, bon, je ne suis pas arrivé, alors justement comme je ne suis pas encore honoraire, je n'ai pas encore plongé dans l'histoire des sciences, mais bon, j'ai regardé un tout petit peu quand même. Et bon, on commence, les Phéniciens, ça c'est bien, les Chinois, etc. C'est vrai que toutes ces grandes civilisations, les Grecs, après les Égyptiens, ont utilisé des produits chimiques. Moi, je suis convaincu qu'il y a bien plus longtemps que l'homme utilisait sans le savoir les produits chimiques et qu'il avait réfléchi à toutes les questions. En France, on a un exemple, hein, je pense que la majorité d'entre vous avez visité ces lieux mythiques qui sont les grottes de la Dordogne, du Périgord, des Pyrénées aussi, et où il y a des peintures, des gravures extraordinaires qui ont passé la nuit des temps jusqu'à ce qu'on les ouvre et puis qu'il y ait un peu trop de monde qui les visite et que ça commence à se dégrader. Je n'ai pas connaissance de personnes qui se sont posé la question, mais dites donc, là, ces hommes de Néandertal, etc., donc ça fait quand même un bout de temps, hein, des dizaines de milliers d'années, comment se fait-il qu'ils sont arrivés à trouver des peintures, des pigments, on va dire, qui tiennent sur des roches humides, où il y a de l'air, où il y a des tas de bébêtes qui peuvent les manger, bien sûr des insectes, des trucs comme ça, mais il y a aussi des plantes, des champignons, et puis il y en a des plus petits qui sont encore bien plus voraces, c'est des bactéries, et alors qui adorent tout ce qui est des tas de produits. Alors pourquoi, par exemple, ils n'auraient pas utilisé le produit qu'ils avaient vraiment à leurs pieds, puisqu'ils avaient réussi à le domestiquer, qui était le charbon de bois? Hein, pourquoi pas? C'est noir, donc on aurait pu... Eh ben non, ils n'ont pas utilisé le charbon de bois. Pourquoi? Parce que le charbon de bois, il est mangé par les petites bêtes. Les champignons, ils adorent les bactéries. 2, en présence d'air, ils se décomposent. L'humidité n'arrange rien. Bon, il y avait un seul avantage, c'est que le charbon de bois, ça semble pas très méchant.
même ça peut être bon pour la santé, quelquefois, si justement on prend des choses qui ne sont pas très bonnes. Le fait d'avaler du charbon de bois, ça peut sauver de beaucoup d'intoxications. Mais ça s'est perdu aussi dans la nuit des temps. Maintenant, on n'utilise plus beaucoup ça. Mais ça, c'est très efficace, très, très efficace. Donc, ils n'ont pas utilisé ça. Alors, pourquoi ils n'ont pas utilisé ça? Eh bien, c'est qu'effectivement, ça ne tenait pas la route et qu'il fallait trouver quelque chose qui leur permette de passer leur message aux générations futures, parce que manifestement, ils avaient dans l'idée que leur passage n'était qu'un passage et qu'après, il y avait sûrement d'autres choses et qu'il fallait transmettre la connaissance. Et ils étaient dans le Massif central, là au bord du Massif central, et bon, ça a pris peut-être des dizaines de milliers d'années. Là encore, on peut imaginer qu'un jour, il y a un de ces chasseurs de mammouths ou de rhinocéros laineux là, qui est tombé sur un filet noir là qu'on trouve dans le Massif central. Il a dit tiens, qu'est-ce que c'est ça? Il a pris ça, il a amené ça, et puis il a trouvé que ça brûlait pas. Ah, ça c'est intéressant, tiens, ça brûle pas. Bon, déjà ça résiste au feu. Là aussi, c'était pas le cas du charbon. Et puis, puis après, il a dit tiens, mais bon, il faudrait que j'essaye de coller ça. Alors, il avait il chassait l'ours aussi, des grands ours. Et donc, il avait de la graisse. Et il a commencé à mélanger ça avec de la graisse. Et puis, hop, il avait inventé, effectivement, ces pigments qui ont passé vraiment des siècles et des siècles et des siècles. Il avait trouvé beaucoup d'avantages à utiliser ce produit. Et les avantages qu'il avait trouvés, c'est bon, c'était stable à la chaleur, à la lumière, à l'eau. Les bactéries n'en voulaient pas, les champignons non plus. Ah ça alors, ça c'était extraordinaire. Et donc il avait là déjà trouvé pratiquement le matériau idéal. Il y avait quelque chose d'autre que lui n'avait peut-être pas pressenti, mais qui était aussi fondamental, c'était que ce produit-là, il pouvait par mégarde l'avaler, ça lui faisait rien du tout, strictement rien. Et ce produit, eh bien sûr, il a été analysé, etc. C'est un produit utilisé dans la grande industrie chimique, qui fait aussi quand même pas mal de dégâts dans l'industrie, parce que ça se fixe dans le cerveau, ce produit. C'est ce qu'on appelle le bioxyde de manganèse. Bon. Et ça, c'est Néandertal. Et à cette époque-là, ils avaient tout trouvé. Ils avaient trouvé que ce produit-là ne réagissait pas avec l'air. Or, dans l'air, il y a 21% d'oxygène. Alors là aussi, problème de langage. Si vous avez des enfants, vous savez que maintenant, on n'a plus le droit de dire oxygène. Comme c'est O2, c'est dioxygène. Bon. Cl2, dichlore. Bon. Alors si c'est de l'iode, diode, c'est pas beau, mais bon. Alors j'ai toujours eu je me révolte un peu contre ça. Alors quand j'écris le diode, c'est I2. Alors je dis, vous voyez, c'est I2, ça, diode. C'est vrai, bon. Mais bon, il faut respecter les conventions. Alors bon. Et donc, cette notion, si vous voulez, de produits chimiques qui, en définitive, dans ce cas précis, n'atteint pas la santé, était quelque chose que intuitivement ils avaient trouvé et qui était quelque chose d'assez extraordinaire. Alors maintenant, quand a-t-on des preuves que les... Alors je vais finir toute mon intervention en vous parlant que d'histoire en fait. Quand a-t-on trouvé des preuves que les produits chimiques étaient dangereux pour la santé? Alors, c'est là un peu difficile à répondre, mais on peut penser que les Chinois étaient bien en avance là-dessus. Alors, pourquoi les Chinois? Parce qu'on a des poteries qui datent de 3000, 4000 ans, qu'on sait très bien dater, et qu'à cette époque, l'homme était déjà très, très évolué, puisqu'il était capable de faire des instruments pour la cuisine, et que par ailleurs, exactement comme l'homme de Néandertal, il voulait transmettre la culture. Et donc, voulant transmettre des messages, il décorait ses poteries. Et il décorait ça avec quoi? Là-bas, apparemment, il n'y avait pas de bioxyde de manganèse, et puis ça aurait été noir, c'est pas très très joli. Il avait trouvé en Chine, dans certaines régions de Chine, un produit à ses pieds encore. Et ce produit qui était à ses pieds, eh bien, c'était un produit
assez curieux, brun-rouge, et qu'il a commencé à mettre dans ses poteries. Ça s'appelle le cinabre. Et je vais tout de suite vous dire qu'est-ce que c'est que ce cinabre, bien connu des gens qui font des ébaux, etc. Eh ben, ce cinabre, c'est un produit qui contient du soufre, ah, ça c'est intéressant, on en a parlé tout à l'heure, et du mercure. Comme ça contient du soufre et du mercure, c'est du sulfure de mercure. Très simple, bien. Bon, ils utilisaient ça sans gros problème, sauf qu'au bout d'un certain temps, ils s'en sont aperçus quand ils chauffaient. Au départ, ils devaient le chauffer avec du bois, comme ça, et puis ils ont trouvé, dans ces régions de Chine, il y a des charbons très durs qu'on appelle l'anthracite. Et donc, ils ont commencé à utiliser l'anthracite. Et là, ils ont eu quelques petits problèmes, parce que leur sulfure, là, leur cinabre, prenait des teintes bizarres. Et au bout d'un certain temps, quand ils avaient chauffé dans certaines conditions à l'air, ça devenait d'un rouge magnifique. Les Chinois, peut-être, je vous dis, 3000 ans, peut-être avant Jésus-Christ, venaient de découvrir un pigment, un nouveau pigment, là encore bien connu des gens qui font des émaux, qui s'appelle le vermillon. Eh ben, les Chinois, sans le savoir, venaient de faire de la chimie. Peut-être pour la première fois de la vie de l'homme, ils venaient de faire, de façon contrôlée, une réaction d'oxydation. Il avait oxydé son sulfure en sulfate. Et c'était devenu rouge. Bien. Ah, ça c'est déjà intéressant. Il avait découvert la première réaction chimique, une oxydation. Et ça, c'était d'autant plus intéressant que le réactif qui fait ces oxydations, c'est un réactif qu'on trouve partout, puisque c'est le dioxygène qu'il y a dans l'air. Donc ça ne vaut pas cher. Pour l'instant, hein, on ne le paye pas. Et il a continué un petit peu à travailler. Puis après, ils ont voulu améliorer leur technique. Et puis, ils voulaient mettre ça dans des zones où il n'y avait pas trop d'air, parce qu'ils s'apercevaient que les poteries étaient de meilleure qualité, etc. Et à un moment donné, vraisemblablement, tout ce que je vous raconte, je ne l'ai pas vu, hein, bien sûr, mais vraisemblablement, à un moment donné, il y a un de ces potiers qui a vu que chauffant un peu trop fort et en ayant bien mis à l'abri de l'air, son produit, son magnifique vermillon ou son cinabre se décomposait, ça faisait des espèces de vapeurs bizarres. Et puis, il a eu peut-être l'idée de mettre une surface froide, hein, on peut imaginer ça, et que ces vapeurs se sont condensées sur cette surface froide, ont dégouliné et ont donné un liquide. Alors ça, vous ne connaissez pas les différents états. Mais bon, il venait encore d'inventer une deuxième réaction chimique extraordinaire, qui est une réaction de réduction, puisque le charbon est un produit, l'anthracite est un produit réducteur, et il a décomposé ces dérivés soufrés dans leurs éléments. Le mercure est devenu du mercure élémentaire. C'est la forme la plus simple de la chimie des atomes. C'est le seul métal, donc atomique, qui est sous forme de liquide. Bon, il était tombé là-dessus. Et puis, le soufre, comme il était en présence d'air, eh ben lui, il laissait oxyder. Là, ils avaient fait encore une nouvelle réaction. Et il s'en est aperçu parce qu'il s'est mis à éternuer, à pleurer, à tousser, parce qu'il avait fabriqué ce que dans tous les journaux on appelle maintenant le SO2, c'est-à-dire l'anhydride sulfureux. Il avait encore fait de la chimie. Et il a même poussé un peu plus loin, c'est qu'il y avait, dans ces régions, certaines régions de Chine qui sont des régions volcaniques, il y avait des dépôts jaunâtres au pied de ces volcans. Et puis, dans certaines grottes de ces régions, il y avait des lacs, des rivières, avec cet élément, le mercure. Et donc, il a eu l'idée, là encore, quelqu'un a eu l'idée, de prendre cet élément qui était dans les rochers, là, au pied des volcans, je vais dire, et ce mercure, il l'a mélangé à la main, comme ça, et il a fait du cinabre. Ah, ça alors, c'est quelque chose. Il venait de refaire une nouvelle réaction chimique extraordinaire, qui est une réaction de synthèse. Il avait inventé toute la chimie. La synthèse, la décomposition, la réduction, l'oxydation. Après, c'est vraiment du bricolage. Ça a 3000 ans, 4000 ans, 2000 ans peut-être avant Jésus-Christ. C'est quand même... Donc ça a été transmis. Alors, il y a même des grands penseurs qui ont dit, tiens, tout ça c'est intéressant, parce que les chimies, ça n'existait pas, hein, c'était des potiers. Et un gars bien connu, qui est Confucius,
a dit, oh là là, mais ça c'est très très important, le sol, la terre, l'air, les vapeurs, l'éther, il appelait ça l'éther, etc. Et il a commencé à faire des grandes philosophies sur ces éléments vitaux du monde. Et c'est comme ça qu'est née donc cette fameuse chimie, cette chimie minérale du monde minéral, c'est-à-dire du monde inerte. Alors, s'il y avait quelque chose quand même qui heurtait un petit peu, donc Confucius du reste, c'était que ces êtres vivants, c'était quand même curieux. Ça, c'était quelque chose qui ne collait pas bien, mais il a fallu très longtemps pour qu'on s'aperçoive que ce monde vivant était un petit peu différent. Et il a donc essayé de voir qu'est-ce qui était différent dans ces produits chimiques. Et il a pensé que ce monde vivant, du monde donc biologique, était fait d'autres éléments que les éléments minéraux. Et de là est née cette idée qu'il y avait des composés qu'ils ont appelés organiques et qui donc venaient du monde vivant. Alors très vite, on s'est quand même aperçu que ça ne tenait pas trop la route, puisque comme je viens de vous le dire, 75% des organismes vivants, c'est de l'eau. Alors il n'y a rien de plus minéral que de l'eau. Alors bon, ça c'était embêtant. Et puis après, donc, les spécialistes donc, du langage, en chimie, ils appellent ça de la nomenclature, c'est rébarbatif au possible, mais bon, il faut passer par là. C'est ça du reste qui fait que souvent la chimie est tellement mal vécue, ils ont des noms vraiment impossibles. Et donc ces spécialistes ont dit, ah oui, mais ça c'est pas une bonne définition. Les produits organiques sont en fait des dérivés du carbone, alors ça c'est ok, mais pas n'importe quel carbone, parce que c'est vrai qu'il y a toutes sortes de carbone. Hein, si vous proposez à une dame la forme cristallisée du carbone ou sa forme amorphe, peut-être la réaction ne sera pas la même, quoi. Entre un diamant et du graphite, ça passe peut-être mal le graphite, hein, on ne sait pas, mais bon. Donc, et c'est tout exactement le même élément. Exactement. La seule chose, il y en a un qui est très bien organisé, la lumière peut s'y diffracter sans problème, alors que l'autre, une poudre, on en fait des mines de crayon, alors c'est pour dire. Ce graphite, c'est pas la même chose. Alors maintenant, on s'est passé de l'un à l'autre, c'est intéressant. Et donc, les produits organiques, c'est pas cette variété de carbone, c'est du carbone qui est lié à lui-même et puis lié à de l'hydrogène. Alors quand c'est lié à l'hydrogène, on appelle ça des hydrocarbures. Et est née donc cette grande classe de la chimie qu'on a appelée les produits organiques, qui se sont développés très vite. Et bien entendu, ça a été l'industrie chimique, l'expansion de l'industrie chimique a commencé quand, et on en revient encore à nos Chinois, eux ils avaient trouvé des pigments colorants, des colorants, mais ces colorants, généralement, hein, quand vous voyez par exemple des films sur le Moyen-Âge, hein, au nom de la rose, tout ça, c'est tristounet les couleurs des habits, hein. C'est du gris, c'est un peu de blanc des fois. Mais bon, les autres couleurs, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Du temps des Romains, il y avait les empereurs qui avaient du violet, ils allaient chercher un coquillage en Phénicie, justement, mais bon, c'était très cher. Bon. Et puis il y avait quelques rouges, mais pas grand-chose. Hein. Et donc l'industrie chimique organique, elle a explosé pour faire la synthèse de colorants organiques. Et c'est de là qu'est née la chimie organique. Et là aussi, l'industrie chimique, très vite, a vu qu'il y avait des dangers énormes à utiliser les produits chimiques, vraiment énormes. Et ces dangers, c'était, par exemple, les gens qui préparaient les produits de base pour faire ces colorants, qui étaient des produits azotés, qui avaient une odeur aromatique. Alors on appelle ça des amines, alors comme ça vient de l'ammoniac, l'azote, amines aromatiques. Ces amines aromatiques qu'on distillait, eh bien, étaient extrêmement dangereuses. Les ouvriers qui travaillaient à ça, et au bout d'un certain temps, c'était relativement court, ils devenaient grisâtres. Ça, c'est pas bon signe. Hein. Après, ils devenaient vraiment bleuâtres. Et puis, bon, s'ils arrivaient à s'en sortir,
Ça c'est de l'anémie. S'ils arrivaient, la cyanose, ils arrivaient à s'en sortir. Quelques années après, ça ne durait pas très longtemps, 3 à 5 ans, ils attrapaient un cancer de la vessie et liquidés. Parce que bien sûr, c'est un cancer à l'époque qui était mortel dans vraiment un temps très très court. Ultérieurement, on a fait du reste des études pour comparer ces populations exposées à des populations non exposées, à ce qu'on appelle de l'épidémiologie, et on s'est aperçu que ces ouvriers qui travaillaient pendant 5 ans à la distillation donc, de ces amines aromatiques avaient à peu près 95% de chances de faire un cancer de la vessie, c'est-à-dire total, la totale. Alors, et ça, ils se sont aperçus tout de suite, au début de la chimie, on a vu qu'il y avait un très très gros problème à manipuler certains produits chimiques. Alors, ça se retrouve un petit peu maintenant. Ce matin, j'étais à une intervention. Donc, il y avait mon ami Jacques Benveniste et Michel Schiff. Et une question était sur justement la fumée de cigarettes, les cancers, etc. Et on constate qu'il y a à l'heure actuelle une recrudescence très importante des cancers de la vessie, surtout chez les jeunes femmes. Et quand on fait de l'épidémiologie, on voit tout à fait qu'il y a une corrélation totale, mais absolument totale, entre le début où ces jeunes femmes ont commencé à fumer et donc les taux de cancer qui n'ont fait que progresser. Et on sait maintenant qu'effectivement, dans la fumée de cigarettes, il y a une de ces amines aromatiques particulières qu'on retrouve, qu'on sait doser et qui est responsable de ces cancers. Et que, apparemment, pour des raisons génétiques, vraisemblablement, les femmes sont beaucoup plus sensibles que les hommes à ce cancer de la vessie. Dans la fumée de cigarette, les goudrons qu'on accuse, comme la nicotine, du reste de beaucoup de cancers, sont essentiellement responsables des cancers de la gorge, du larynx et des bronches, mais pas de la vessie. Donc, vous voyez, ces notions eh bien, perdurent et c'est évident que manipuler ces amines aromatiques, c'est à haut risque. Alors, on va en revenir il y a moyen de passer les... Voilà. Donc, vous voyez, les produits minéraux sont une famille énorme, absolument énorme. Et à côté de ça, les produits organiques. Et en fait, l'étude des effets toxiques, ça paraît assez paradoxal, n'a pas été commencée avec les produits minéraux, alors qu'on connaissait depuis très longtemps la toxicité du mercure, par exemple. Les Chinois s'en étaient aperçus. Puis on a des écrits. Il y a un écrit fabuleux d'un consul de la région de Barcelone, en Catalogne, romain, qui envoie une lettre désespérée à Jules César et qui lui dit « C'est injuste, on est payé en esclaves, c'est moi qui fournis tout l'Empire romain en mercure, parce qu'il y avait les célèbres mines d'Almadène, qui avaient été apparemment déjà découvertes par les Phéniciens bien avant, et qui sont toujours en exploitation, qui tuent un peu moins de monde, mais qui en tuent toujours, mais ça marche toujours, c'est une bonne affaire. Ça a permis d'extraire tout l'argent pendant pas mal de temps du Pérou, par exemple. Ce n'est pas des choses qu'on ne sait pas, c'est que ce mercure a permis à l'Espagne de faire fortune. Et eh bien, ce consul se plaint amèrement à Jules César en disant ben, « moi c'est anormal parce que vous me donnez des esclaves, je les utilise à extraire ces rivières de mercure et puis ils meurent comme des mouches. Alors c'est pas normal. Hein » Le gars, il avait tout à fait compris que de travailler dans ces mines, c'était pas du tout bon pour la santé. Donc c'est quelque chose qui est très très vieux. Et puis bon, ça a été repris après par un illustre... je pense que c'est un des pères, peut-être, au moins du point de vue philosophique, de la toxicologie, qui est un Suisse qui s'appelle Paracels, un type très malin. Hein. C'était son père, bon, c'est normal pour les Suisses, il avait des mines d'argent. Vous savez, l'argent a toujours été important pour les Suisses. Et donc, il avait des mines d'argent et une mine de plomb. Puis, il voyait qu'effectivement, les ouvriers de son père, ils avaient vraiment une mine de déterrés. Hein. Alors, il disait, oh là là, c'est pas bon pour la santé. Et plus ils restaient dans ces mines, plus ils étaient malades. Et Paracels
qui n'a rien fait d'autre en toxicologie, qui est un grand philosophe, mais il n'a rien fait d'autre. Il a dit, ah oui, mais la dose fait le poison. Ah ben ça, c'est resté, tout le monde sait, Paracels. Et là, il y a quelques semaines, je voyais dans la littérature scientifique qu'il y a des Suisses qui sont reconnaissants quand même. Ils viennent de trouver une nouvelle roche absolument inconnue et ils l'ont appelée. Alors bon, il y a le prénom, je ne me souviens plus de Paracels, son prénom, mais il y a son prénom et puis ça s'appelle la paracelsite. Donc, vous voyez, ils sont reconnaissants quand même que Paracels d'avoir dit qu'effectivement la dose faisait le poison. Alors, ça reste vrai, sauf pour, bien sûr, les produits dont un seul impact sur une partie d'une molécule vitale, par exemple sur notre génome, sur notre ADN, fait que si cet ADN le prend mal et que c'est pas le réparer, c'est un processus tumoral qui se développe. Un impact. Alors là, la dose, c'est autre chose. Hein. Mais hormis ça, bon, la dose fait toujours quand même un peu le poison. Et donc, ces notions sont des notions extrêmement anciennes. Et je vais là vous dire, donc, dans les 10 minutes qui me restent, quelques points sur ce mercure, qui est intéressant. Alors, je pense que vous ne verrez pas grand-chose, mais ce n'est pas grave. Vous savez, la chimie, c'est des symboles. Alors, c'est un peu... Je reviens toujours aux Chinois. J'ai une certaine affinité pour la Chine, parce que j'y ai fait quelques séjours, et je trouve qu'ils ont une culture extraordinaire, et que ça serait vraiment, en particulier sur leur thérapeutique, des choses fabuleuses à exploiter, pour eux, hein, surtout. Et donc, les symboles chimiques, c'est comme les caractères chinois. Hein. Les Japonais, les Coréens savent très bien lire les caractères chinois. Pourtant, ils ne parlent pas la même langue. Donc, vous voyez, c'est des problèmes de symbolisme. Alors, bon, généralement, on ne s'est pas trop cassé la tête quand on avait un élément. Moi, je ne sais pas, moi, si on avait le zinc, on disait zinc, Zn. C'est pas bien sorcier. Sélénium, Sc. Soufre, S. Voilà. Bon. Mercure, comme on l'avait appelé d'un nom un peu bizarre, les anciens l'avaient appelé le vif argent, parce que ça ressemblait à de l'argent. C'était comme de l'argent, puis ça, en plus ça servait à extraire l'argent, c'était sacrément intéressant. Alors maintenant on l'utilise surtout pour extraire l'or, ça anéantit toutes les populations indiennes, amérindiennes d'Amazonie, mais bon, ça c'est autre chose. Donc c'était hydrarginium, donc on l'a appelé Hg. Bon, c'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. Mercure, c'est Hg. Et le mercure métallique, donc, c'est l'élément. C'est l'élément le plus simple, ce sont des atomes. Donc, Hg. Alors, on met un petit zéro pour dire qu'il est normal. On n'a pas touché, rien touché. Et dans un atome, vous avez une masse pesante, hein, c'est comme un peu le système céleste, et puis des charges électriques qui tournent autour, chargées négativement, on avait les électrons. Et donc, ceux qui sont le plus loin du noyau, ben, c'est ceux-là qui entraînent la réactivité chimique. Donc, le mercure, qui est quand même assez gros, c'est effectivement un élément lourd, hein, au-dessus de 100, eh bien, peut perdre ses électrons. Alors, il en perd un, donc vous voyez là, ça devient... Quand il perd un électron, on dit « Ah, c'est une forme chargée ». Alors là, les chimistes, dans leur grande logique, cet atome a perdu un électron et il a dit il est chargé positivement. Alors on ne comprend rien, il perd quelque chose et il est positif. Oui, mais c'est comme ça. Bon, c'est comme ça. Donc c'est chargé positivement. Ça veut dire en fait qu'il a eu un trou. Il avait une charge électrique, on lui a retiré, bah, il a un trou. Et donc il va penser qu'il y a une chose, c'est de combler ce trou. On peut après, comme c'est très instable ce truc-là, ce qu'on appelle des ions mercureux, on peut lui en retirer encore un. Ah, alors là, il se sent à l'aise, il a 2 trous. Oh, il est très à l'aise. Ça, c'est ce qu'on appelle des ions mercuriques. Alors, c'était connu aussi depuis très longtemps, depuis au moins le Moyen-Âge, parce qu'on utilisait ce produit-là. C'était extrêmement corrosif. On dit même qu'on utilisait ça pour un peu interroger les prisonniers récalcitrants. Et ça s'appelle le sublimé corrosif. Oh là là, ça, alors là... Alors, c'est du chlorure mercurique, en fait. Et ça, ce sont des ions chargés et qui sont
un peu soluble dans l'eau. On ne va pas dire très soluble dans l'eau, mais un peu soluble dans l'eau. Mais par exemple, le nitrate, lui, est totalement soluble dans l'eau. Ça, la grande différence avec le mercure, c'est que le mercure, il est insoluble dans l'eau. Essayer de dissoudre du mercure dans l'eau, pas facile. Par contre, les sels sont solubles dans l'eau. Mais le mercure, il a une propriété que n'a pas en général ces sels, c'est que lui, il est un petit peu soluble dans les graisses. Alors ça, c'est très intéressant, très 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 intéressant. Et c'est ça qui va faire que l'élément mercure, eh bien, va avoir une toxicité très importante et spécifique et qui va aller se loger dans des coins où vraiment on ne penserait pas, qui est le système nerveux. Pourquoi le système nerveux, donc qu'il soit central ou les nerfs périphériques? Eh ben, c'est parce que c'est bourré de graisse. Les cellules nerveuses, qu'on appelle les neurones, elles sont enveloppées dans des espèces de couches de graisse, que les histologistes appellent de la myéline. C'est une graisse, c'est un phospholipide. Et donc, ce mercure se trouve bien là. Bien. Et là, vous avez toute la problématique de l'élément mercure, qu'on trouve dans des tas de choses. On trouve ça dans les thermomètres, 1 gramme en général. Si vous prenez un thermomètre, que vous le cassez dans une petite pièce, on a calculé qu'au bout d'une heure, à 20 degrés par exemple, 1 mètre cube va contenir 15 mg de ce mercure, que vous allez respirer allègrement, puisqu'on est là pour respirer. Il est passé de l'état liquide à l'état de gaz, qu'on appelle les vapeurs. Il descend, pas parce qu'il est lourd, mais il va descendre dans l'appareil respiratoire. Alors, je sais pas, je vous avais mis de côté, parce que j'avais trouvé que c'était sympa. Un espèce de poumon, là. Vous voyez, ça. Ça va, c'est pas trop complexe. Hein. Et puis, il va descendre, et vous voyez, il va arriver dans ces espèces de ballons de baudruche, que les physiologistes appellent des alvéoles. Les alvéoles pulmonaires, ils sont dans les poumons. Et ça, ce sont des cellules, comme toutes les cellules, et sont faites d'une couche de graisse pour les protéger de l'extérieur. Le mercure, qui est soluble dans les graisses, lui, il n'a aucun problème. Il traverse ça. Il y a à peu près 80% de ces vapeurs qui passent donc de l'autre côté. Et qu'est-ce que vous avez de l'autre côté? Vous voyez, là, c'est des espèces de grappes de raisin, parce que les alvéoles, elles sont comme sous forme de grappes de raisin, dans lesquelles vous auriez un espèce de machin de basket, là, pour protéger. Et donc, ce sont les capillaires. Et les capillaires sanguins, ça va passer directement dans le sang, circulation générale, et c'est parti. 80% ça. Et ça, c'est ultra rapide. Hein. Vous faites un dosage 1 heure après avoir cassé un thermomètre, vous avez plein de mercure dans le sang, et vous en avez même dans les urines. Et pire, on retrouve même du mercure métallique dans les urines. Bon, pas de quoi jouer avec des billes, mais il y en a un tout petit peu. Qu'est-ce qu'il fait dans ce sang? Il essaye de se coller aux globules rouges, il aime bien ça. C'est bourré de graisse, ça aussi. Et puis, il va arriver à un moment une barrière qui protège notre système nerveux, qu'on appelle les méninges, la barrière hémato-encéphalique. C'est bourré de graisse, c'est que des graisses. Il traverse ça allègrement. Et dans le cerveau, hop, il va se mettre à la périphérie, donc la partie la plus noble, là, c'est dans la partie grise. Et il est très très malin, ce mercure métallique. Il est toujours métallique, hein. C'est-à-dire que si vous en avez respiré beaucoup, hein, si vous remuez la tête, ça fait gling-gling, hein, parce que 80%, vous voyez, un peu. Ce mercure, il est très malin. Comme il sait que le fonctionnement du cerveau, ça marche quand même avec des neurones, donc les cellules nerveuses, il ne va pas commencer à les embêter. Ces cellules nerveuses, elles ont une caractéristique, c'est qu'il y en a qui sont très très longues. Vous prenez une cellule nerveuse d'un nerf sciatique, hein, ça commence du bas du dos, ça va jusqu'au doigt de pied. Alors si c'est un nerf sciatique de mammouth, vous voyez, c'est quand même grand. Chez l'homme, ça fait bien 1 mètre. Donc il faut bien nourrir cette cellule. Et donc c'est un cas très particulier de cellule dans l'organisme qui a besoin d'une nourrice, des cellules nourricières. Bon, physiologistes, ils appellent ça des cellules gliales. Voilà. Et donc ce mercure métallique, toujours, il se met dans les cellules gliales. Et puis là, ça va mal se terminer. Juste un petit aparté, on en trouve dans les thermomètres, on en trouve, alors théoriquement, on n'a plus le droit beaucoup d'en avoir dans les hôpitaux, il y en a quelques-uns qui traînent encore.
c'était la bagatelle d'à peu près 20 à 30 tonnes de mercure qui partaient dans la nature par les hôpitaux. Ça fait quand même... Voilà. Il y avait une deuxième source de mercure qu'il est absolument interdit de parler, et ça, hein, vous irez en procès, c'est ce que balançaient les dentistes dans les éviers, parce qu'ils ne sont jamais bien préoccupés de savoir qu'est-ce qu'on faisait de l'excès de mercure qu'ils utilisaient. Bien. Alors, ils utilisent pourquoi ce mercure? Parce que le mercure est un des rares métaux qui a une propriété de donner des combinaisons très solides avec les autres métaux, qu'on appelle des amalgames. C'est ça qui a servi à extraire l'argent, qui sert à extraire l'or, par exemple. Ça fait des amalgames. Eh bien, c'est une vieille technique. Hein. Les premiers amalgames sérieux ont été faits justement à base d'argent. C'était un Français qui a trouvé ça. C'est dans les années, je ne sais pas moi, 1830 à peu près. Et donc, ce n'est pas d'aujourd'hui, ces amalgames. Puis tout de suite, ils se sont aperçus que c'était quand même très dangereux. Alors, ils ont dit, oh là, il ne faut pas utiliser ça, etc. Et puis, c'est parti aux Amériques, comme on disait à l'époque. Et aux Amériques, effectivement, il y a des gars peu scrupuleux qui ont dit, oui, oui, c'est peu dangereux, mais c'est pas cher. Et puis, nous, on vous posera des trucs qui tiennent, même si vous intoxiquez, c'est pas grave, etc. Et les dentistes américains ont dit, mais on va perdre notre boulot avec ces espèces d'officines. Et donc, ils ont, eux aussi, dit, ouais, les amalgames, c'est ce qu'il y a de mieux, et même si c'est toxique, c'est pas bien dangereux, de toute façon, on survivra. Bien. Eux, les patients, ils ne savaient pas trop. Ils faisaient vraiment fausse route. Parce que dans un amalgame, vous avez à peu près 1 gramme. Hein, 1 gramme de... Il va falloir que j'arrête bientôt. Hein. Combien j'ai encore? Pas beaucoup. Ils avaient à peu près 1 gramme de mercure dans un amalgame. Et quand 5 ans après, par exemple, vous essayez de regarder combien que vous avez de mercure dans cet amalgame, vous n'en avez plus. En gros, ça dépend un petit peu hein, de l'usure, si vous grincez des dents, si vous avez une salive acide, si vous avez des bridges, si vous faites du courant électrique dans votre bouche. Ça, c'est très bon en général pour dissoudre. Tout ça fait que, en gros, vous en perdez 50%. C'est-à-dire que 500 mg qui passent dans le sang, donc 80% passent dans le cerveau. Vous voyez, ça en 5 ans. Alors ça, c'est une excellente question à poser à votre dentiste. Hein. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces 500 mg? Il va vous répondre qu'il n'en sait rien. Alors vous lui dites, eh bien, il est dans le cerveau. Et ça, pour certaines personnes, c'est pas bon, quoi. Alors pourquoi c'est pas bon? Et je vais terminer là-dessus pour vous montrer qu'il y a quand même des différences importantes entre ce mercure métallique et les espèces là que je viens de parler, qui sont les espèces ioniques, hein, ionisées. C'est que ce mercure métallique s'est mis dans les neurones, donc, et à côté des neurones, dans les cellules donc, nourricières. Et dans ces cellules nourricières, vous avez des tas de systèmes hein, d'enzymes, les enzymes glutones, là, qui sont là, c'est des enzymes oxydantes. Là, ils n'utilisent pas le dioxygène parce que le cerveau il en a besoin de beaucoup et ils utilisent un produit de réduction de ce dioxygène qu'autrefois on appelait de l'eau oxygénée, puis maintenant on appelle ça du peroxyde d'hydrogène. Alors, et ces enzymes qui utilisent ce peroxyde d'hydrogène, ça s'appelle des peroxydases, bien sûr. Alors, celle-là, elle a un nom particulier, elle s'appelle la catalase. Et cette catalase, en présence d'eau oxygénée, allègrement, elle vous oxyde, donc elle retire des électrons à ce mercure métallique et elle en fait, en finale, des cations mercuriques. Vous changez la donne. Vous passez d'un milieu lipidique, graisseux, donc une phase graisseuse à une phase aqueuse. Celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Il tue tout ce qu'il a autour de lui parce que comme il a énormément d'affinité pour le soufre, il va se combiner avec toutes les protéines. Alors bon, il commence à tuer donc les cellules gliales, donc ça, c'est pas bon. Et puis, cette cellule, en mourant, elle lance des cris de détresse, elle lance des messagers, et puis il termine son boulot en tuant le neurone, en général. Bien, ça commence par tout ce que je viens de vous décrire là, c'est des processus inflammatoires. Inflammation du cerveau, ça s'appelle un mal de tête. Les médecins appellent ça céphalée, mais c'est mal de tête. Ça peut devenir beaucoup plus grave. Si vous avez suffisamment de mercure dans le cerveau, ça va s'appeler une encéphalite. Et là, alors là, vous avez mal terminé, hein, très très mal terminé. Donc, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que sous le vocable mercure, on a mis le mercure métallique qu'on trouve dans les thermomètres, les baromètres, dans les amalgames dentaires. On en trouve un peu partout, on utilise ça aussi pour faire des tas de choses, de la dorure, etc. On trouve des sels mercuriques,
c'est le mercureux aussi un peu, et tous ces éléments, eh ben, ça n'a peut-être pas la même toxicité. Si on essaye de... c'est pas volatile, par exemple du nitrate mercurique, vous donnez ça à un rat, qu'est-ce que vous constatez? Au bout d'un certain temps, vous voyez que votre rat, il n'urine plus. Ah, tiens, ça c'est bizarre. Le passage du rein, là, c'est mal fait. Oui, c'est tellement mal fait qu'il a détruit le rein. Le rein, c'est... Ah oui, je vous avais aussi mis de côté, parce que c'est mignon, ça, le rein. Je vous avais mis de côté un petit rein. Alors, attendez, parce que j'en ai fait. Puis j'arrête après, parce que sans ça, je vais me faire engueuler. Ah, voilà. Un petit rein. C'est beau d'avoir des photos. Voilà. Alors, ces reins, vous avez une espèce de... Vous avez vu tout à l'heure les alvéoles pulmonaires, c'est un sac, et de l'autre côté, vous avez les capillaires. Là, c'est l'inverse. Vous avez un sac inversé et les capillaires au milieu, là. Eh bien, le mercure qui arrive dans son sang, alors, bon, je ne vous explique pas pourquoi il traverse le foie sans problème, parce que le foie, il sait se protéger. Il a plein de molécules qui contiennent du soufre, et donc, le mercure, il ne peut pas y faire grand-chose. Sauf si le foie est malade, bien sûr. Et ces capillaires, donc, amènent le sang dans cette espèce de boule qu'on appelle un glomérule. Il y a plein de cellules avec des cils, qui sont des cils pour faire la filtration, parce que ce sang est filtré, et de l'autre côté, vous avez de l'urine. C'est ça. Il y a une partie qui sera récupérée après. Et ces cils sont indispensables à cette filtration. Qu'est-ce qu'il fait? Ces ions mercuriques, on n'est plus avec le mercure, là. Ces ions mercuriques, qu'est-ce qu'ils font? Ils rabotent ces cils. Eh ben, le glomérule, lui, ne fonctionne plus. Et il ne veut plus faire son boulot. En particulier, il ne veut plus éliminer l'urée. Parce qu'il dégrade ses protéines en donnant de l'urée. Il n'a plus de cils, il laisse l'urée. Alors là, l'urée, on a beau dire... l'urée, c'est pas très toxique, c'est quand même pas très bon. Il y a des gens qui trouvent qu'il y a des thérapies à base d'urine, c'est bizarre, mais bon, moi je crois que c'est quand même une molécule relativement toxique. Il ne faut pas en abuser, ça, pas terrible. Et donc, les cellules là, épithéliales des glomérules, eh ben, ils font exactement comme les cellules gliales et toutes ces cellules qui sont irritées fait de l'inflammation. Alors ça change de nom, puisque ces glomérules, c'est les reins, on appelle ça une glomérulonéphrite. Alors ça, vous ne vivez pas très longtemps avec ça, parce qu'après, bien sûr, vous allez faire un coma, etc. Donc, ce qui est important, c'est que vous avez vu qu'il y a des différences de cible entre le mercure métallique qui est soluble dans les graisses, qui va dans le cerveau, ou dans les nerfs longs, si je vous en ai pas parlé, mais vous faites ce qu'on appelle des polynévrites dans les nerfs. C'est l'histoire de Minamata, vous savez, les pêcheurs qui n'arrivaient plus à tirer leur filet. Et puis, ces sels solubles de mercure, qui eux, puisqu'ils sont solubles dans l'eau, vont attaquer les endroits où il y a beaucoup d'eau, les reins. Et là, vous avez une notion extrêmement importante, qui est que sous un même vocable, la mercure, vous avez des espèces chimiques différentes. C'est ce qu'on appelle la spéciation. Ça, tous les chimistes connaissent ça depuis Mathusalem. Je ne sais pas si Mathusalem faisait de la chimie, mais depuis très longtemps. Eh ben, je peux vous dire que je suis donc un des 2 experts français à l'Union européenne, à Luxembourg, là, sur les produits chimiques. Ça fait 10 ans que j'y suis. J'en suis plus pour longtemps là maintenant, mais ça fait quand même 10 ans. Seulement maintenant, j'ai réussi à convaincre tous mes collègues européens que pour faire des réglementations sur les produits minéraux, ça serait quand même judicieux de prendre en considération cette caractéristique chimique. Parce que fixer des normes sur des trucs qui sont totalement différents, entre respirer des vapeurs de mercure qui vont vous envoyer une encéphalite, et puis avaler du chlorure mercurique ou du nitrate mercurique qui va vous manger les reins, c'est pas tout à fait la même chose. Eh ben non, ça n'a jamais été vraiment évident, vous voyez. Et ça se passe à l'échelle européenne. Et pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que je suis le seul chimiste. Alors il m'appelle l'emmerdeur de service, c'est vrai. Mais bon, il faut faire son boulot. Je suis chimiste, je ne suis pas toxicologue. Alors, bon, je fais ce que je connais. Donc, voilà en gros un peu le message que je voulais vous passer. Le dernier petit point, parce que sans ça, je ne serai pas complet, c'est que
dans le langage courant aussi, très souvent, on dit « Oh là là, vous savez, moi, je ne vais pas prendre ce poisson, là, il a été pêché dans la Méditerranée, là, il est bourré de mercure. » Ah bon? Ah oui, alors bon. Si vous discutez avec votre concierge, elle dit « Ah oui, oui, c'est vrai, il a l'air un petit peu argenté, là. » Non, 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 c'est pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Pas de chance, c'est ni du mercure métallique, ni des sels de mercure. Ah ben alors, qu'est-ce que c'est? Alors, ça va plus, ça va, si vous faussez la donne. Ah ben, on fausse la donne. Alors, je ne sais pas si je l'ai toujours. Ouais, voilà, voilà. J'en ai peut-être un plus joli. Je vais vous en montrer un plus joli. Je vais vous montrer un plus joli parce que, quand même... Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que le mercure, les vapeurs de mercure, elles commençaient aussi à passer au niveau du nez. Ça, il n'y a pas longtemps qu'on a découvert ça. Vous voyez, je vous montre ça parce que c'est une jolie fille quand même. Hein, c'est bien. Voilà, voilà. Ça, pourquoi ça passe au niveau du nez? C'est parce que les cellules olfactives, c'est des cellules nerveuses. Alors, ça, il y a longtemps qu'on aurait dû y penser. D'abord, les parfums, c'est fait pour ça. Et hop, ça arrive directement au cerveau. Alors là, le mercure, il se plaît beaucoup. Là, il monte ça, il n'y a pas de problème. Alors, ça, c'est un petit aparté. Ça explique pourquoi, du reste, le machin, là, le bioxyde de manganèse dans les mines, ça ne doit pas être très, très bon. Ni l'aluminium. L'aluminium, juste pour... encore en rajouter une couche sur l'histoire de l'aluminium, c'est sûrement pas bon dans certaines circonstances exceptionnelles, les dialyses, des trucs comme ça. Et parce que quand il y a plein d'aluminium dans l'eau de dialyse, mais surtout, ce n'est pas non plus très bon, je pense, dans l'industrie chimique où ils respirent des poussières de ces sels d'aluminium, etc. Parce que là, ça monte par le cerveau directement et ça court-circuite et les reins et le foie et tout ce que vous voulez. Et que ça, c'est peut-être une autre donne qu'on a laissée complètement de côté et qui est peut-être lourde de conséquences et qui explique l'incompréhension qu'il y a des discussions sur, par exemple, la toxicité neuronale de l'aluminium. C'est un discours de sourds, vraiment de sourds, parce qu'ils ne se sont pas penchés vraiment sur qu'est-ce que fait ces aluminiums et quelles sont les espèces de l'aluminium qui interviennent. Alors voilà, pour terminer, là, vous voyez, le mercure métallique, là, avec son petit zéro, c'est des atomes. Les ions sont des atomes qui sont tout nus, là, les cations. Quand on en rajoute, ils s'appellent anions, mais ça, c'est pas grave. Et puis, il y a une autre variété, avec donc ce groupement organique, là, qui a un atome de carbone. Alors, celui qui est le plus simple, qui a un atome de carbone, ça s'appelle du méthane. C'est un gaz très, très prisé, on en fait à la biomasse, etc. Ça, c'est bien. Les bactéries savent très, très bien faire du méthane. Elles font aussi du dihydrogène. Elles font des tas de choses, les bactéries, c'est assez extraordinaire. Pour faire ça, du reste, elles utilisent un élément qu'on a accusé de tous les maux et qui n'est peut-être pas si mauvais que ça, qui est le nickel. Nickel, tout le monde dit, vous entendez les enfants, c'est nickel, c'est nickel, c'est nickel. Ouais, d'accord. Et puis vous regardez dans les classifications des composés cancérogènes, nickel, cancérogène. Alors vous dites, alors qu'est-ce que c'est? C'est nickel ou c'est pas nickel? C'est que autrefois c'était cancérogène parce que bon, dans l'industrie on utilisait des techniques, par exemple avec de l'acide sulfurique pour faire du nickel, et que cet acide sulfurique était bourré d'arsenic. Et donc ça donnait deux types de cancers bien connus, cancer du nez, là qu'on appelle cancer de l'ethmoïde, cancer bronchopulmonaire. C'est les cancers de l'arsenic. Bon. Alors le nickel, bon, il est peut-être un peu cancérogène quand même, il ne faut pas exagérer, mais il est surtout allergisant. Hein. Il faut savoir qu'il y a 17% dans la population blanche des femmes qui sont allergiques, 5% des hommes. Là, vous voyez encore, différence, hein, inégalité. Je ne sais pas si elle est sociale, là, mais inégalité. Pour les Noirs, c'est pire encore. Bien, pour en revenir à ce méthane, eh bien, quand vous avez dans de l'eau, par exemple à Minamata, là, qu'ils avaient balancé tous leurs rejets, puisqu'ils n'en avaient rien à faire, là, quand leur sel de mercure n'était plus bon, ils jetaient ça dans une baie, c'est une baie fermée. Donc, il y a là-dedans des sédiments, des baies fermées peu aérées, etc. Dans les sédiments, c'est bourré de bactéries. Ces bactéries se prennent du méthane, etc., le transforment. Ils ont une molécule assez fabuleuse. Si je la retrouvais, je vous la montrerai, hein, parce que ça, c'est quelque chose assez extraordinaire. Et voilà. Je terminerai par là. Et ils mettent le groupement méthyle. Là. Regardez si c'est beau, ça. Vous voyez, ça en jette. Hein. Là, ça s'appelle la vitamine B12. Ça contient du cobalt. C'est le seul
produit qui contient un composé organique et un composé minéral, donc ce qu'on appelle un organométallique. Comme c'est du cobalt, ça s'appelle la cobalamine, méthylcobalamine, et ça c'est un agent, les chimistes disent, de méthylation. Il est capable de transférer son méthyle, et donc ces bactéries font du cation méthylmercure. Ces bactéries servent de nourriture aux phytoplancton, qui servent de nourriture aux zooplanctons, qui servent de nourriture aux poissons herbivores, qui servent de nourriture aux poissons carnivores, et hop, nous, on mange du thon, parce que le thon, c'est bon. Alors, à Minamata, les thons, à l'époque, ils avaient 10 mg kilo de poids frais de méthylmercure. 10 mg kilo. Je viens de dire, et maintenant? Et maintenant? Ah, maintenant, ça dépend. Ça dépend d'où est pêché le poisson. Là, on a une amie finlandaise dans la salle, peut-être. J'aurais pas une confiance absolue des poissons gras pêchés dans la Baltique. Pas terrible, hein, parce que les Russes, ils n'ont pas été gentils là, dans les pays baltes. Hein, qu'est-ce qu'ils ont balancé, hein? Il n'y a pas que des métaux lourds. Donc la Baltique et le gouvernement suédois, pas finlandais, mais suédois, qui veille quand même sur ses concitoyens, il a conseillé, en particulier aux femmes enceintes, de ne pas consommer plus d'1 fois par mois du poisson. Vous vous rendez compte? Conseil du gouvernement. Il y a quelques semaines, le gouvernement français, à travers l'AFSA, a fait aussi une recommandation. Alors, comme on est quand même prudent, on a dit 1 ou 2 fois par semaine. Ça suffit, les poissons gras. Alors, les poissons gras, c'est quand même essentiellement le thon. Bon, du requin, on n'en mange pas trop par ici, des barracudas non plus. Bon, voilà. Donc, dans les autres, il y en a quand même moins. Mais dans les thons, vous avez des taux courants, encore à l'heure actuelle, des 5 mg kilo de poids frais. Alors, le problème est de dire, il ne faut pas manger de poisson. Non, le poisson est indispensable, en particulier pour les enfants, au développement cérébral. Et vous vous retrouvez devant le dilemme de tous les produits chimiques, et je termine là-dessus, j'arrête, c'est que le rapport bénéfice-risque, il faut toujours en discuter. C'est vrai, c'est comme la dioxine dans le lait. L'allaitement maternel, c'est essentiel pour le développement des enfants. Et bon, s'il y a de la dioxine, effectivement, il faut faire attention. Mais il ne faut quand même pas oublier le fait fondamental, c'est que le lait est indispensable au développement, au moins cérébral, des jeunes enfants. Donc, bénéfice, risque. J'arrête. Merci André Picot. Bon, on va prendre 2-3 questions, pas plus, parce que... Alors oui, ceux qui vont, avant de prendre les questions, on va jouer juste un petit jeu pour que ceux qui vont aux taillades et qui sont à pied, évidemment, y arrivent en même temps que ceux qui sont en voiture. Alors il y a un moyen, c'est ceux d'entre vous qui disposent, 1, d'une voiture, 2, d'une place, lèvent le bras. Comme ça, ceux qui sont à pied, ils les identifient, et puis comme ça, ils peuvent partager. Alors là-bas, il y a une voiture, là-bas. Vous voyez, ceux qui sont à pied, là, il y a des bras. Hein? Oui, il est à pied, d'accord. Ah bah tiens. Alors, on va prendre 2 ou 3 questions avant de finir. Je continuerai demain dans l'atelier. Oui, dans l'atelier, il pourra poursuivre. Mais oui, là... je ne sais pas quoi, mais bon. Alors... Oui. Allez-y, allez-y. Allô, allô? Oui. Oui, je voulais vous demander ce que vous pensiez du cri d'alarme de SCOI à propos des amalgames dentaires. Les amalgames dentaires, vous savez, c'est un problème très difficile parce que on a en France une profession, donc des dentistes, qui semble être quand même, au moins leur ordre, là ça va me valoir un procès, sûrement très conservateur. Comme je ne suis pas dans le milieu, bon, ils ne pourront pas me faire grand-chose, ils ne pourront pas me virer du CNRS. Comme ils sont très conservateurs, donc ils ont leur technique qu'ils maîtrisent bien. Et je pense qu'un des grands problèmes, c'est qu'ils ne veulent pas beaucoup changer de technique. La seule chose qu'il faut leur dire, c'est qu'il y a eu 3 enquêtes épidémiologiques qui ont été faites en Suède. Chez les dentistes, et vous savez, les dentistes, c'est toujours accompagné d'une assistante, en général. Ça, c'est encore quelque chose de courant. Eh bien, sur ces 3 ans... non, il y a eu 4 enquêtes, excusez-moi. 4 enquêtes, il y en a 3 de positives. Sur ces 3 positives,
les dentistes et leurs assistantes, et c'est exactement le même taux, font 3 à 4 fois plus, tenez-vous bien, de quoi? De cancer. Quel type de cancer? Des cancers qu'on appelle des glioblastomes. Or, qu'est-ce que je vous ai dit? C'est que le mercure se mettait dans les cellules gliales. Vous voyez, d'abord, les cellules neuronales font très peu de cancer. Mais bon, ça ne se développe pas beaucoup. Donc ça, c'est quand même inquiétant. Moi, je serais eux. Bon, même si ils n'ont pas trop de considération pour l'avenir de leurs patients au niveau du mercure, ils sont une population en danger. Ça, c'est évident. Évident, évident. Mais bon, comme il y a globalement une augmentation de ces cancers très rares, bon, je ne sais pas si ça... Oui, on peut dire que ça, je ne sais pas. Je voulais vous demander s'il y a dans les vaccins, notamment contre l'hépatite B, de l'aluminium, et est-ce que c'est dangereux? Alors, il y a, dans les vaccins, il y a 2 choses intéressantes. Il y a des sels de mercure. Bon, c'est des sels soufrés. Alors, ils disent « Oh, mais non, mais il y a du soufre, c'est pas mauvais. » Bon, moi, je ne sais pas. L'aluminium, bien entendu. Là encore, il y a eu toute une polémique sur ces dangers des sels d'aluminium. Ces sels d'aluminium ont commencé à poser problème à partir du moment où on a changé la technique de vaccination. Avant, on faisait des sous-cutanés. Et puis après, ils ont trouvé que ce n'était pas assez efficace, ils ont fait des intramusculaires. Et là, ça a changé complètement la donne. Pourquoi ça a changé la donne? C'est qu'on injecte dans un muscle. Dans ce muscle, ça fait comme une boule d'enquistement. Je ne sais pas si on dit ça, ça s'enquiste, quoi. Et bien entendu, va se déclencher là un processus inflammatoire. Les globules blancs arrivent, les macrophages à tour de bras. Les macrophages, vous savez, c'est des globules blancs qui en avaient assez dans la circulation générale, ce qu'on appelle les monocytes, et qui l'ont quitté pour aller défendre nos alvéoles pulmonaires, etc., les bronches, etc. Donc c'est extrêmement utile, ça, les avaleurs de poussière. Et dès qu'il y a quelque chose comme ça, un processus inflammatoire, il se précipite. Et donc, il commence à sécréter des tas de messages, et ça entraîne donc une inflammation très, très douloureuse des muscles, qui s'appelle, alors que c'est pas le muscle lui-même, mais son enveloppe, qui s'appelle la fascia. Et donc, c'est une myofascite, c'est une nouvelle maladie qui a été découverte essentiellement par des médecins, je crois, bordelais et de Créteil, celui de Créteil a identifié par rayons X l'aluminium dans ces kystes. Et là, on a une nouvelle pathologie, mais qui est due à des changements de technique. Alors l'aluminium, dans ces conditions, est vraiment dangereux. Ce qui paraît intéressant pour le citoyen, c'est de cerner une hiérarchie des risques. Ah oui, absolument. Les dioxines se répandent dans l'environnement. On conçoit qu'on puisse en attraper en achetant de la viande ou du lait au supermarché. Oui. Les métaux lourds, vous en avez parlé. Les pesticides, on ne sait pas comment on peut être atteint, mais l'an dernier, une équipe a montré qu'ils étaient mutagènes, notamment le glyphosate. Ah oui, puis vous savez, le dernier truc, c'est qu'effectivement, ils atteignent la reproduction. Ça. Alors vous travaillez au contact de l'industrie, donc on conçoit que les gens qui travaillent dans l'industrie sont les premiers exposés, c'est eux qui vont faire des cancers, les premiers. Mais au niveau du citoyen lambda, que peut-on faire? Comment on peut cerner? Qu'est-ce qu'il faut dire aux gens? Est-ce que vous risquez en premier les dioxines, les pesticides? Qu'est-ce que vous risquez? Moi, je dirais qu'il faut varier ses poissons et ses poisons. C'est-à-dire que dans le cas, par exemple, du mercure, là, si vous mangez du thon tous les jours, là, vous êtes bon, hein, parce que le thon est bon, mais pas vous. Hein. Si vous mangez des poissons plats, il n'y a pas de mercure, par exemple, dans le hareng ou le maquereau, ça paraît bizarre, mais il n'y en a pas. Eh ben bon, c'est bon aussi des grillades de maquereau ou d'hareng. Donc il faut, si vous voulez, essayer de ne pas toujours consommer la même chose. Hein, on dit, ah oui, mais alors on peut, pas de poisson, pas de viande, pas d'œufs, pas de lait, etc. Que des céréales, des machins. Manque de peau, il y a un métal lourd qui s'accumule préférentiellement dans les céréales, c'est le cadmium. Et pourquoi? Eh ben parce que pour faire pousser à outrance tous nos céréales, on balance des phosphates. Et selon l'origine des phosphates, ça peut être bourré de cadmium. Et les plantes, dont les graminées, accumulent le cadmium. Et le tour est joué. Alors qu'est-ce que vous allez dire? Ah, il ne faut pas manger non plus de céréales. Ah bah oui, bah d'accord. Et pas boire de l'eau non plus, surtout, parce que ça peut être pollué, hein, l'eau. Hein. En Amazonie, là, c'est très pollué. Hein.
Puis dans certaines rivières de France aussi. Hein, et l'eau minérale, alors. Ah, l'eau minérale, ça c'est bon. Oui, sauf que vous avez des eaux minérales qui ont des quantités considérables d'arsenic. Ah, ça stimule, ok, mais quand même. Hein, dans le Massif central, là. Bon. Alors c'est bien difficile. Pour répondre à votre question, je ne sais pas quoi répondre. Sinon qu'il faut diversifier ces poisons. Point. Hormis ça, je ne peux rien vous dire. Bon, on va prendre une dernière question. Et puis demain, vous pouvez le retrouver dans son atelier, évidemment. Ouais, on fera des questions. Oui, monsieur, je vous pose une question. Il y a un produit qu'on utilise journellement. Ce sont des produits qu'on ajoute au lave-vaisselle pour, on appelle ça les produits de rinçage. Ouais. Est-ce qu'il y a un risque de toxicité lié à ce produit? Alors, il y a eu des études qui ont été faites hein, sur ces types de produits. Souvent, ce sont ce qu'on appelle des polyéthylène-glycols ou des choses comme ça. Ça donne un lustre, etc., etc. Les Allemands avaient trouvé que c'était pas bon pour le cœur. Et puis, on n'a jamais pu... Alors, chez le porc, oui. Chez l'homme, on n'a aucune idée. Je ne peux pas vous dire. La seule chose, c'est que faites quand même attention à ce terme éther de glycol, parce que ça, vous en retrouvez partout, dans les lave-glaces, dans les cirages, partout des éthers de glycol. Et il y en a qui sont très méchants parce que, justement, ils tapent sur la reproduction. Et alors, ça fait des dégâts. Je en parlerai demain, tiens. Donc, bon. Merci André Picot.